Bonjour et bienvenue dans Le Monde Campus, le MAG, ce nouveau rendez-vous du Monde Campus. Comment choisir sa voie, comment choisir sa vie? Ces deux questions, nous les posons partout en France aux jeunes et aux moins jeunes. Nous étions à Lille le mois dernier, nous sommes aujourd'hui à Troyes et nous allons les retrouver en plateau grâce à Canal 32. Alors qui sont les jeunes qui font bouger la région? Deux d'entre elles seront avec nous sur le plateau. Elles nous parleront de leur engagement et le dossier de notre émission Emmanuel, un monde complètement tech. Car la technologie est partout, dans notre quotidien, dans notre vie. Alors quels sont les enjeux de ce monde tout connecté? Comment se former pour le comprendre et pour l'inventer? Nous tâcherons d'y répondre. Mais pour commencer cette émission, Josépha rencontre avec la marraine de l'émission ici à Troyes. C'est Nathalie Crassé, célèbre designer, on l'a surnommée la Jeanne d'Arc du design. On s'arrache son talent dans le monde entier, de Paris à New York en passant par la Chine, pour relooker des hôtels, pour inventer des objets, pour inventer des façons de vivre aussi. On la retrouve tout de suite sur le plateau de Canal 32. On y va? On y va. On y va. Nathalie Crassé, bonjour. Bonjour. Nathalie Crassé, merci d'être avec nous. On vous a surnommé, je ne sais pas si ça vous amuse, la Jeanne d'Arc du design. En tout cas, ça dit que vous êtes connue dans le monde entier. Vous avez travaillé pour des marques aussi célèbres que Seb, Ikea, je ne peux pas toutes les citer. Vous avez également travaillé et vous continuez pour des éditeurs d'objets. Vous vous êtes frotté à la scénographie, au graphisme, à l'architecture, à des projets d'innovation sociale aujourd'hui. Pour faire plus ample connaissance, je vous propose néanmoins qu'on reparte un tout petit peu en arrière, un petit peu beaucoup, et qu'on feuillette ensemble votre album Souvenirs. On va commencer avec cette image et une époque où, je crois, vous ne vous prénommiez pas encore Matali, mais Nathalie. Non, je suis née en fait Nathalie, en fait, et je suis jumelle. C'est une particularité qui est assez forte. Je pense qu'on a un rapport au monde qui est complètement différent quand on est jumeaux, parce que déjà on n'a pas la même relation aux parents. On est beaucoup plus autonome des parents, et voilà. Donc je pense que ça a déjà forgé une partie de ma personnalité. Et alors, à quel moment vous décidez de mettre le M à la place du N et d'enlever le E qui est à la fin? Et en fait, c'est pas moi qui décide. J'ai fait des colonies maternelles. J'avais des tout petits, 3 ans et demi. Et en fait, il y avait une petite fille qui avait du mal, elle était assez petite comme on le voit, à s'endormir. Et tous les soirs, elle disait « Je veux Matali Bou ». En fait, mon nom, c'est pas Matali, c'est Matali Bou. Mais c'était un peu ridicule de m'appeler Matali Bou. Donc en fait... Voilà, j'ai gardé Mathalie. Vous avez gardé. Donc, en fait, c'est Nathalie, mais dit par les enfants. En fait, ça m'a plu tout de suite. Et puis, il y a un côté plus affectif, en fait, dans ce prénom Mathalie. D'accord. Cette histoire, la photo qu'on vient de voir, elle a été prise non loin d'ici, du côté de Châlons-en-Champagne, dans un petit village. Ça protège ou ça enferme un petit village dont on peut donner le nom d'ailleurs? Oui, il s'appelle Normé. Normé. Donc on n'invente pas Normé. Vous n'êtes pas super normé non plus. Non, voilà, donc je pense que j'ai aussi fait tout pour être pas normée. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se lisent. Je trouve que c'est formidable de naître quand on est enfant et de jouer dans la nature, dans un petit village. On a aussi un rapport avec les autres qui est celui d'une communauté, en fait. Donc c'est un atout, en quelque sorte. Mais à l'adolescence, ça commence à être un peu compliqué, et surtout dans mon cas, parce que je voulais vraiment avoir accès à une culture. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Voilà, c'était compliqué, et je savais que je n'avais pas envie de rester en fait dans ce petit village. Voilà. Donc il y a une force qui me poussait à aller plus loin, à faire autre chose, à découvrir et à partir bien sûr de ce petit village. Force qui vous pousse dans un premier temps au lycée, puis ensuite à faire vos études à Troyes. On va illustrer avec une image, j'allais dire, de vos années de jeunesse. Je crois que vous avez 24 ans à l'époque de cette photo, mais un petit peu avant. Sur les années lycée, j'ai lu que vous disiez dans un entretien, le lycée, c'est pas un endroit où je me suis épanouie, j'étais moyenne dans toutes les matières. Oui, c'est en comparaison avec l'école de design que j'ai faite après. C'est plutôt là. J'étais élève moyenne, en effet. Il y avait j'aimais l'école, hein, j'étais pas du tout... Vous n'êtes pas contre? Voilà, je suis pas contre, mais en même temps, j'ai découvert qu'on pouvait être à l'école et s'épanouir beaucoup plus, puisque c'est ce que j'ai connu avec l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle. Surnommé les ateliers. Les ateliers.
atelier et je me dis, waouh, mais pourquoi toutes les écoles ne sont pas comme ça? Pourquoi on n'est pas en compétition? Pourquoi on n'avait pas de notes à l'ENSI? Pourquoi mettre les gens en compétition? On est tous des créateurs et c'est très juste en fait, on est tous là pour apporter quelque chose. Pourquoi se mettre en compétition? Déjà à l'école, c'est violent en fait. Entre le lycée quand même et les ateliers, il y a ici à Troyes, l'IUT, l'Institut universitaire de technologie, où vous allez faire quelque chose que vous allez les lâcher assez vite, mais c'est là que vous avez le déclic. Oui, en fait, je décide d'aller faire un stage à Berlin. Alors, j'avais même pas pris option allemand, mais j'ai entendu dire qu'un groupe d'élèves allait à Berlin. Et à l'époque, il y avait une scène underground très très forte à Berlin, notamment un design très particulier. Et je commençais à m'intéresser au design, et à l'art. Je n'avais pas beaucoup de gens autour de moi qui s'y intéressaient. Et d'un seul coup, je me suis dit, plutôt que de faire un stage en fait, qui ne m'intéresse pas, j'ai envie au moins de le faire. À l'époque, il n'y avait pas encore Erasmus, où on pouvait partir 6 mois, etc. Et donc, voilà, je l'ai fait à Berlin. Et c'est là que j'ai rencontré en plus Francis, qui est en fait mon mari, qui est mon partenaire dans le travail aussi aujourd'hui. Et qui m'a aussi donné la possibilité, la confiance en moi pour me dire, voilà, fais autre chose que suis ta voie. Essaie de devenir créateur, puisque c'est ce qu'on a vu aussi à Berlin. On est allé rencontrer pas mal de designers, d'artistes. Il y avait une scène underground énorme à l'époque. Tout se mélangeait, c'est-à-dire qu'ils étaient créateurs. On dit à l'époque, on est au début des années 90, c'est oui, ça? J'ai un peu de mal avec les dates, mais ouais, je vais vous aider. C'est avant même la chute du mur. Donc, vous y êtes au moment de la chute du mur. Voilà. Et voilà. il y a la musique aussi, les clubs. Voilà, tant et si bien que le rapport de stage va être autour du design. Donc c'est vraiment la bascule. En fait, je n'étais pas du tout pour faire un stage d'apprentissage ou de sensibilisation au design, mais je me suis dit, si c'est ça, il faut le faire. Et je suis allée jusqu'au bout de cette démarche-là. Juste un tout petit mot, si c'est possible, de résumer ce que c'est que d'être designer. Parce que spontanément, on pense objet. Oui, non. C'est l'héritage aussi de tout le design industriel, parce que tout ça vient du dessin industriel, mais c'est plein d'autres choses aujourd'hui. Oui, c'est plein d'autres choses et ça s'ouvre de plus en plus et c'est ça qui est passionnant. En même temps, ça nous demande, nous designers, de sans arrêt nous questionner, etc. Et faire cet effort d'expliquer. Je vais juste simplifier en disant qu'il y a 3 savoir-faire essentiels. 1, avoir un sens critique. Ça, tout le monde peut l'avoir, donc on peut le partager. Hein, ça s'apprend un peu. Ça s'apprend un peu. Ça s'exerce, on va dire. On va dire le journaliste a aussi ce sens critique, mais bon. on analyse. Et en fait, la deuxième étape, c'est de savoir se projeter. Alors ça c'est quelque chose de particulier, hein, avec de la créativité, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire un état des lieux, mais on arrive à se projeter, alors en utilisant des méthodologies, etc. Et le troisième savoir-faire, c'est le sens pragmatique. Enfin, en fait, arriver à faire les choses parce qu'on connaît les méthodes de transformation des matières, parce que voilà, c'est arriver à matérialiser les choses. C'est à la fois une philosophie, une méthodologie. Ouais. Vous découvrez que le design, c'est peut-être la pépite qui vous attend dans la vie. À l'époque, il n'y a pas d'école de design à Troyes. Vous allez donc aller aux ateliers à Paris, vous l'avez cité. Cette école de design, elle a été créée il y a 13 ans. Et je vous propose de reprendre la discussion dans quelques minutes parce qu'on va y aller dans cette école et on va y retrouver la journaliste de Canal 32, Pauline Lermite. Et on se trouve à l'école supérieure de design de Troyes avec une particularité déjà, c'est que ce bâtiment que vous voyez, c'est une ancienne abbaye, l'abbaye Saint-Martin, construite au XIIIe siècle et classée aux monuments historiques. Un lieu chargé d'histoire, donc, qui doit rappeler quelques souvenirs à Mathalie Crassé. Elle était venue lors d'un workshop ici en 2013. Et j'imagine, Séverine Nom-de-Deux, vous êtes la directrice, que vous aimeriez voir revenir Mathalie Crassé dans ces lieux. Effectivement, c'est un très très beau souvenir qui commence à dater un peu. Mais on a passé une très belle semaine et nos étudiants ont beaucoup apprécié ce moment avec Mathalie. Alors l'école supérieure de design a été rattachée à Wise Schools en 2005, mais elle existe depuis un peu plus longtemps déjà sous le nom de l'ESA, l'école supérieure des arts appliqués. Vous proposez de nombreuses formations de Bac+1 à Bac+5. Et alors finalement le design c'est vaste, il existe de nombreux corps de métier. Et vous, ce que vous proposez pour les faire découvrir à vos élèves, ce sont des travaux pratiques notamment. Ah, bien sûr, on va dire que c'est l'ADN d'une école de design, c'est de permettre aux étudiants de pratiquer, d'expérimenter.
On les prépare à des métiers qui sont à la fois manuels et intellectuels, mais la notion effectivement d'expérimentation, elle est fondamentale. Et au-delà de ces TP, vous proposez dès la 2e année des projets réels. Alors ça veut dire quoi finalement, ça, des projets réels? Les gens ont du mal à mettre des mots sur le design, à donner des définitions. Et les entreprises n'ont pas toujours compris l'intérêt du design. Mais nous, on a voulu vraiment jouer ce rôle d'ambassadeur auprès des PME, des TPE, des administrations, des associations. Et ces projets réels nous permettent de faire comprendre ce qu'est le design aux entreprises, au monde économique. Et ça nous permet aussi de démontrer à nos étudiants que du design, on peut en faire partout. Et je me tourne vers vous, Enzo et Salomé, vous êtes en 3e année à l'École supérieure de design de Troyes. Vous aussi, vous avez travaillé sur des projets réels? Oui. Oui, totalement. Et on en a fait un là, il y a 2 mois, où on a travaillé chacun sur un projet de champagne. Moi, mon projet, c'était un projet tourné vers plus de l'identité visuelle. Moi aussi, c'est un projet pour une maison de champagne, mais une maison de champagne qui existait depuis plus longtemps. Donc on a dû réinventer une gamme de champagne existante. Et c'est très au bois, donc le champagne. Alors vous travaillez sur l'ordinateur, dans un Fab Lab, vous avez même aussi une salle de réalité virtuelle, vous imaginez, vous construisez, vous vous vendez aussi. C'est ça qui vous plaît, c'est la polyvalence? Oui, totalement. Oui, vraiment, le fait déjà dans cette école qu'on ait accès à toutes les branches de design, produits, espaces et graphisme, ça nous ferme pas directement dans une branche. Surtout quand on sort du baccalauréat, c'est pas forcément facile de savoir ce qu'on préfère et ça nous permet vraiment de toucher à tout et d'avoir une base un peu partout. Et avec les spécialités, on peut vraiment après se spécialiser dans ce qu'on préfère, mais c'est vraiment ce qui est très intéressant ici. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que même quand on a des capacités techniques, c'est important de savoir les présenter et de savoir les transmettre à ceux à qui on doit vendre ou en tout cas parler de notre projet. Quelqu'un de très polyvalent et de très doué, c'est donc Mathalie Crasset. Déjà, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Mathalie? Moi, Mathalie Crasset, elle m'inspire énormément de polyvalence. C'est justement ce qu'on nous apprend ici dans cette école. Elle touche vraiment à tout au niveau de l'espace, du graphisme, du mobilier, des textures, des couleurs. Et c'est vraiment ce que je vise également plus tard. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question alors? Alors la question qu'on aimerait lui poser, c'est de savoir quels sont les événements qui ont forgé sa façon de penser le design. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Mathalie, c'est à vous. Oui, alors je vais répondre assez simplement. Donc j'ai fait une autre école de design, mais en même temps on fait un diplôme à un moment donné et je me suis dit, j'ai beaucoup expérimenté parce que c'est un peu la règle dans une école de design de faire des projets. Donc on apprend à travers le projet d'expérimenter. Et je me suis dit, mais les gens qui vont regarder mon portfolio, ils vont rien comprendre parce qu'un coup j'utilise ça, un coup je voilà. Donc comment je vais Et en fait, mon diplôme a été vraiment orienté sur l'idée de dire, il faut que ça parle de ce que je vais faire après. Et ça, je me suis fait force en fait pour faire ça. Et je suis très contente de ça parce que ça m'a nourri et ça me nourrit encore. Mathalie Crasset, j'aimerais qu'on regarde une dernière image de l'album photo. C'est une personne, c'est un mythe du design. Voilà, pour qui vous avez travaillé. Pas tout de suite, il y a d'abord une belle aventure en Italie. Mais après, vous allez rencontrer Philippe Starck. Oui. C'est important d'avoir des... C'était peut-être pas un modèle pour vous d'ailleurs, j'ai livre. Est-ce que c'est important d'avoir un modèle? Alors c'est pas un maître, parce que je suis pas je suis contre cette idée de maître. Je veux dire, donc c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. C'est un grand monsieur quand même. C'est un très très grand monsieur pour le design français. C'est aujourd'hui toute notre génération et les générations d'après a la capacité de collaborer avec des entreprises. C'est aussi qu'il a montré que ça avait une valeur économique. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un. C'est ça que vous apprenez avec lui? Je travaille plus sur les projets de Thomson Multimédia, donc je suis sur un projet énorme où en fait d'un seul coup le design devient une force de proposition dans l'entreprise. Je côtoie les ingénieurs, donc on est en fait une petite cellule de design, on est 25 en tout et je manage cette petite équipe et je suis en fait en interaction avec Philippe Starck, donc ça a été peut-être le plus beau projet à faire avec lui puisque on pouvait vraiment discuter de voilà qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on avance et voilà et c'était très très agréable. Mathalie Crasset, on va dans quelques instants retrouver Yoril Baudouin qui est un peu Madame Orientation dans la région. J'ai encore au moins une question, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre de répondre. Vous avez dit un jour, mon métier est composé à 81% de pensée. J'ai adoré cette phrase, je me dis pourquoi pas 80, pourquoi pas 83 81. Expliquez-nous ce 81%.
100% et on va retrouver Yoril après. Vous savez, toujours, il y a la loi des 80-20 et moi, j'aime un peu toujours me décaler. Donc, voilà, vous n'êtes pas normé, on va commencer là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est d'abord trouver une idée, analyser, donc c'est déjà de la pensée, mais c'est aussi quelque part faire appel à son fond intérieur, ses valeurs et arriver à les transposer. Donc ça demande beaucoup de pensée. Moi, je ne vais pas commencer à dessiner si je n'ai pas une direction. Je ne vais pas dessiner pour trouver la direction. Alors d'autres designers font autrement, puisqu'on a chacun notre méthodologie, mais moi, je considère que c'est la pensée qui est le centre de mon travail. Et on a un système de pensée très fort en France. En voyageant, on me renvoie, quand je présente mon travail, on me renvoie, et je n'étais pas consciente de ça au départ, mais regardons les philosophes, les anthropologues, tous ces gens, aujourd'hui des écologues qui sont très très forts. Il faut avoir confiance, parce qu'on est dans une période où justement c'est un peu flou, mais moi j'ai passé mon confinement à lire tous ces nouveaux écologues il y a toute une génération qui sont là, qui sont aussi dans le projet, qui ne sont pas simplement dans la théorie, et voilà, et ça me réconforte, ça me donne des appuis pour pouvoir faire un pas en avant et sciemment en réfléchissant aussi sur ce qui vient après. Nathalie Crasset, merci beaucoup. Vous restez évidemment avec nous puisque vous êtes la marraine de cette étape troyenne du Monde Campus Le Mag. On se retrouve dans quelques instants autour du plateau avec Joséfa Lopez du Monde et notre nouvelle invitée Yoril Baudouin. Yoril Baudouin, bonjour. Bonjour. Nathalie, bienvenue en plateau. Emmanuel aussi. Merci, on vous accueille. Alors, on vous appelle Madame Orientation, on vous a appelé comme ça, mais bon, votre vrai titre, c'est chef du service académique d'information et d'orientation de l'Académie de Reims. Alors, on vient d'entendre Nathalie parler de son parcours avec Emmanuel. Si vous deviez tirer des enseignements généraux de ce parcours-là, on a parlé de sortir de ses repères, de son village, de voyage, de passion. Qu'est-ce que vous retenez ? Il y avait beaucoup de choses à retenir, mais il y a au moins 3 choses qui ont fait sens par rapport au parcours des élèves. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un parcours n'est pas linéaire et il se construit. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a tendance à chercher à tout prix le projet de l'élève, un projet très précis, et puis dérouler comme si ça allait de soi. Mais finalement, ce qui va de soi, c'est de se laisser porter par la vie, par les opportunités. Et je pense que le deuxième enseignement que je retiens du propos, c'est justement profiter des expériences, des mises en situation, finalement de son ressenti. Là, on avait l'envie d'aller à Berlin, puis petit à petit, les choses se déroulent. Et je pense que c'est tout l'enjeu au niveau de l'orientation aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes, vous pouvez être curieux, osez être curieux, osez vous écouter, et puis profiter des rencontres, des témoignages, des opportunités, ça va se construire. Puis peut-être le dernier point que j'ai retenu qui me semble important, c'est qu'on avait un fond sur la technologie et c'était intéressant d'entendre qu'il y a de la sensibilité dans la technologie, il y a de la créativité au-delà de la conception et de l'ingénierie. Donc ça, c'est les points que je retenais. Alors Nathalie, que penserait la jeune fille de 15 ans en vous voyant aujourd'hui, puisqu'on est revenu en arrière avec toutes ces photos, qu'est-ce qu'elle penserait de vous aujourd'hui, de ce parcours ? Je ne sais pas si j'arrive pas à me projeter comme ça, mais par contre, si je regarde le regard de mes parents, ils sont contents que j'arrive à vivre de mon métier. Et ça, c'est le principal déjà, et que je puisse m'épanouir avec mon métier. Et ça, c'est... Voilà, il n'y a même pas cette fierté, c'est plutôt ça. C'est être content d'être bien dans son métier, de vouloir continuer et de mener sa vie, tout simplement. Par parents dont vous avez dit qu'ils vous avaient fait confiance alors qu'ils ne connaissaient ni le métier ni l'école que vous faisiez. Oui. Avoir la confiance des autres, Yoril Baudouin, la confiance des parents, c'est quelque chose qui construit quand même énormément. Mais comment, quand cette confiance fait défaut, comment on fait ? Alors effectivement, la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se construit et ça se construit dans le regard de l'autre. Donc c'est aussi tout l'enjeu à l'école de permettre aux jeunes de se mettre en valeur et finalement de développer des talents qui ne sont pas forcément que scolaires, qui ne sont pas liés qu'aux notes, qui peuvent être extrascolaires, pour petit à petit gagner en confiance et se rendre compte qu'on est capable. Donc c'est toutes les expériences qui sont aujourd'hui développées autour de la citoyenneté, d'expériences artistiques, culturelles, et puis évidemment purement scolaires. Mais c'est ce qu'on doit travailler absolument quotidiennement.
Alors, Nathalie le disait tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, mais vous étiez une élève moyenne au lycée, au collège, voilà, vous aimiez bien l'école, mais ça s'arrêtait là. Jusqu'au DUT, c'était à peu près ça. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils voudront faire plus tard? Voilà, n'ont pas forcément d'ambition quand on a 16 ans, et vous le disiez dans votre première réponse, pourquoi avoir un parcours très tracé? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors moi, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas d'ambition. Peut-être qu'ils ne savent pas encore laquelle ils auront. Ils vont la rencontrer, elle va se construire. En revanche, ce n'est pas très grave de ne pas avoir de projet. C'est peut-être important aussi de les rassurer et de leur dire que dans ce cas-là, ce qui compte, c'est de construire des compétences. Et puis des compétences transférables, c'est-à-dire psychosociales et scolaires et des connaissances. Et puis d'avancer, de s'écouter. Moi, j'aimais bien ce côté-là avec... On avance, mais on n'est pas que dans la fuite en avant. Il y a des moments où on est dans l'introspection. On réfléchit à qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis en train de faire des choix qui me font plaisir? Et puis finalement, est-ce que je m'épanouis? Donc c'est plutôt ces expériences-là qu'il faut développer, à mon sens, pour avancer quand on n'a pas de projet. Merci. Et maintenant, les questions des élèves. Question des élèves, puisque grâce à l'ONICEP, les élèves du lycée des Lombards ont pu envoyer des questions à nos invités. On va d'abord entendre la question de Lévana. Ma question est adressée à Nathalie Crasset. Si vos professeurs de design avaient été les mêmes que ceux du lycée, est-ce que vous auriez continué ? Oui, j'aurais continué. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, justement, c'est ça. Ce n'est pas les professeurs qui font une scolarité. C'est soi-même on est responsable de notre développement. Donc, en fait, il faut prendre ce qu'on peut prendre à l'école. Et puis, si on n'a pas tout à l'école, on fait à côté, tout simplement. Et ça, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui sont disponibles. Ce n'était pas le cas quand j'étais à l'école. Et donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses aussi par soi-même. C'est ce qui, d'ailleurs, va construire une autonomie, mais aussi une confiance, puisque, voilà, on n'est pas dépendant de quelqu'un, on arrive à... Et après, on va plus facilement aller voir les gens pour poser des questions, etc. Question suivante, elle est signée Sarah. Quelles qualités sont nécessaires pour vivre de sa passion ? Alors, elle était signée Théo et pas Sarah. Mais c'est une excellente question, sur laquelle je veux bien entendre Yoryl aussi. Oui, il faut de la persévérance, il faut avoir envie de... En tout cas, quand on est créateur, on prend des risques. Aujourd'hui, c'est compliqué de prendre des risques. Donc, il faut avoir une confiance en soi, il faut avoir un noyau dur, quelque chose de très, très fort en soi, pour pouvoir justement se sauter dans le vide. Sauter dans le vide. À chaque fois qu'on fait un nouveau projet, on saute dans le vide, en fait. Et en même temps, c'est grisant. C'est un peu comme si, je prends une image, comme si on saute d'un avion voilà. Et après, petit à petit, les choses deviennent un peu plus claires. Tiens, je vais aller par là. Voilà, je sens ça. Et puis voilà. Puis après, on arrive à trouver en fait ses propres repères, etc. Donc, mais il faut avoir envie de faire ce saut et il faut arriver aussi à prendre des risques. Donc ça, c'est intéressant aujourd'hui de dire que c'est important de prendre des risques, d'essayer plein de choses aussi, parce que c'est en essayant plein de choses et en faisant des erreurs aussi qu'on arrive à être plus fort. C'est pas forcément ce qu'on vous avait dit, vous, quand vous étiez allé voir un conseiller d'orientation? Non, on m'avait on m'avait dit vous n'arriverez jamais à être designer puisqu'il faut être bon en maths. Enfin, je sais pas, j'ai même pas compris ce qu'on m'a dit. Mais... Alors Yoryl, ça n'arriverait plus aujourd'hui, bien évidemment. Voilà, mais je pense que c'était un métier qui n'était pas du tout connu et encore plus l'école qui était nouvelle, puisqu'elle est en bit. Créée à l'initiative de Jack Lang et qui dépend du ministère de la Culture. À la fois à cheval entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie. Et là, c'était un ovni, en fait. Personne ne savait ce qui s'y passait. Alors aujourd'hui, justement, ce sont des psychologues de l'éducation nationale qui ont une spécialité sur l'orientation. Donc on voit bien que ce qu'on met en avant, c'est l'écoute de l'individu. Et évidemment, ils sont spécialistes de la construction de l'adolescent. Et donc évidemment, on traiterait de façon différente. D'un mini-mot quand même, les passions, c'est pas forcément... Enfin, on ne vous encourage pas spontanément à aller vers votre passion. Il y a un côté... aversion au risque dans l'éducation nationale quand même. On dit regarde tes notes, regarde ça. Alors effectivement, on fait toujours attention à la prise de risque. Ça ne veut pas dire qu'on la contraint, c'est-à-dire qu'on dit bien va jusqu'au bout de la démarche, tente jusqu'au bout, mais on essaie de sécuriser. Je reprendrai bien l'expression de Nathalie Crasset. Vous rajoutez un parachute, parce qu'elle est sautée de l'avion sans parachute. Exactement. Vous êtes le parachute. Voilà, on essaie de mettre le parachute. Okay. Une dernière question, celle de Sarah. Bonjour, j'adresse ma question à Nathalie Crasset.
comment vous y êtes prise pour avoir toutes ces opportunités de rencontres? En quelques mots. Oui, alors j'avais pas de réseau, j'avais pas de famille, j'avais pas de contact, mais j'ai fait une école et je pense que l'école, ça sert aussi petit à petit à créer des réseaux. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est une approche particulière. Et à partir du moment où on arrive à être identifié avec un savoir-faire particulier, on est venu me proposer des choses. Donc c'est un peu comme ça. Donc ça demande énormément. Ça veut dire que je ne suis pas allée à la facilité non plus. Je ne suis pas allée, par exemple, vers des notions d'esthétisme. Parce que je savais qu'il y avait déjà énormément de designers qui travaillaient là-dessus. D'ailleurs, on a l'impression que le designer ne fait que ça. Et ce n'est pas du tout ce que je défends. Je ne me place pas du côté de l'esthétisme. Bien sûr, je manie des notions d'esthétisme, mais ce n'est pas mon moteur. Et voilà. Et donc ça, il a fallu quelque part avoir confiance dans cette démarche au début. Et déjà, la trouver. Donc ça, c'était à l'école, heureusement. Et après, la peaufiner, la ramifier dans plein de domaines différents. Alors des rencontres, il va y en avoir pendant la suite de cette émission. Yoryl Baudouin, merci d'avoir été avec nous. Nathalie, vous êtes la marraine de cette émission, alors vous restez avec nous. On se retrouve pour cette deuxième partie avec un dossier très spécial, un monde complètement tech. On est entouré de technologies partout et donc on en parlera avec de nouveaux invités. Emmanuel. Francis Bécard, directeur général de la Technopole de l'Aube et directeur depuis 2011 de Y School qui réunit plusieurs écoles. École de commerce, école de tourisme, école de design, école de la deuxième chance. Et puis également Lou Grimal, qui est doctorante ici à l'Université technologique de Troyes, qui a reçu le prix de la jeune femme ingénieure en 2018. Et oui, il y a un prix de la jeune femme ingénieure. Pourquoi ? Parce qu'on manque de femmes ingénieures, en général, de femmes d'ailleurs dans les métiers de la technologie et dans les sciences. Et toujours José Faladi, notre marraine pour cette étape troyenne, Nathalie Crasset, designer, un métier qu'on décrit toujours comme étant à la charnière de la créativité, du marketing et justement de la technologie. Un monde complètement tech, c'est le titre de la deuxième partie de cette émission, titre choisi pour montrer à quel point la technologie est partout dans notre quotidien. Et qui dit technologie dit formation, dit métier pour créer cette technologie. Deux invités donc, Lou Grimal et Francis Bécard, et toujours la marraine de l'émission Nathalie Crasset. Lou Grimal, vous avez gagné le titre d'élève ingénieur femme. Pour plein de raisons, notamment parce que les femmes sont minoritaires dans les écoles d'ingénieurs. En plus, vous vous intéressez au système d'information, ce qui est un mot aimable pour dire informatique, qui fait un peu plus peur, qui est encore un endroit où les femmes sont peu nombreuses. Et pourtant, quand vous êtes arrivé à Troyes, à l'Université technologique de Troyes, en venant de Nancy, votre premier décalage, c'était pas d'être une femme dans un milieu hyper masculin, c'était autre chose. Oui, parce que en fait, j'ai fait un baccalauréat scientifique, mais après je suis allée en classe préparatoire littéraire, option sciences économiques et sociales, donc ça s'appelle une classe préparatoire BL, qui est assez pluridisciplinaire, parce qu'on fait des maths, des sciences économiques et sociales principalement, mais après on a de la littérature, de l'histoire, des langues et de la philosophie. Qu'est-ce qui vous conduit à renouer avec les sciences alors ? Alors justement, en fait, ça dépend comment on voit le métier d'ingénieur. Quand on me l'a présenté en deuxième année de prépa, la professeure universitaire qui nous a présenté ça nous a dit que c'était finalement un métier de traduction entre deux mondes. Le monde des personnes qui avaient un besoin, personnes qui sont à la tête d'une entreprise, et des gens qui sont un peu plus geeks. Et en fait, ces deux mondes ont des langages complètement différents qui ne se comprennent pas. Et on m'a dit, en fait, le métier d'ingénieur, c'est juste un métier de traducteur. Est-ce que ça vaut le coup de traduire entre le français et l'allemand ? Enfin, voilà, c'est une autre forme de traduction. Alors, on vous le vend quasiment comme un métier littéraire, mais quand vous arrivez auprès de tous ces scientifiques, ils ne vous regardent pas du tout de cet œil-là, quand même. Ça a été un peu dur, oui. Ça s'est manifesté comment, cette dureté ? En fait, quand on vient de prépa, en tout cas de prépa littéraire, on passe nos journées à écrire des dissertations, on passe des journées à écrire des cours, à réfléchir ensemble, à avoir une effervescence intellectuelle sur l'histoire, sur la politique, qui est hyper intéressante. Et là, j'avoue que ça m'a beaucoup manqué au début, parce que du coup, j'étais la seule à écrire mes cours quand j'en ai arrivé. Enfin, on était deux prépa BL qui sont arrivés, donc on était toutes les deux à écrire, et les informaticiens nous regardaient, et eux, ils regardaient les PowerPoint, et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle écrit ça n'a pas de sens, on aura le PowerPoint à la fin. Bon, donc voilà, ça s'est résolu après quand même, ce sentiment. Oui, au bout d'un moment, on a arrêté d'écrire un petit peu, et on a motivé nos voisins à écrire un peu plus. Francis Bécard, une littéraire en formation ingénieur, est-ce que c'est l'avenir, le mélange des genres ? Est-ce que c'est l'avenir, justement ? Je disais qu'à Y School, il y a à la fois une business school, école de tourisme, des écoles de la deuxième chance, une école de design. Vous croyez à ça ?
D'abord, je salue le parcours de Lou parce que je trouve ça non seulement original, mais sans doute démonstratif de ce qu'il faudra accentuer. Elle dit qu'elle était un peu unique, pourvu qu'il y en ait plusieurs. C'était fait aussi dans les écoles de management quand Valérie Pécresse nous a obligés à ouvrir aux écoles, aux prépas littéraires. Je trouve ça excellent. C'est dommage que ça n'ait pas été fait plus tôt. Ce qui fait la richesse d'un comité de direction dans une entreprise, c'est justement que chacun soit véritablement distinct, parce que si on est tous pareils, l'uniformité de la pensée, c'est très dangereux. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ensuite, oui, West Schools est sans doute la démonstration de ce que j'aimerais faire de manière plus large, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les jeunes à ce qu'ils vont vivre dans l'entreprise le plus tôt possible. Et de faire en sorte qu'il y ait des écoles de design, avec des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, eh bien ce sera la vraie vie, ce sera rien d'autre que la vraie vie. Mais il faut qu'ils l'apprennent à l'école. Or, aujourd'hui, en France, dans l'enseignement supérieur, on a trop verticalisé, je pense. Et c'est assez rare, ce qui est dommage d'ailleurs, hein, c'est assez rare qu'un ingénieur croise un médecin durant ses études. Alors qu'ensemble, ils pourraient imaginer des produits qui fassent qu'on ait une performance internationale un peu plus élevée encore. Oui, quelques exemples, notamment du côté de Saint-Étienne, où on ira à l'automne entre l'école des mines de Saint-Étienne, le CHU et la fac de médecine. Mais effectivement, c'est un... D'ailleurs, si on le connaît, c'est que l'exemple est rare. Alors, il existe 2 universités technologiques. Nous avons rendu visite à celle de Compiègne le mois dernier lors de notre émission à Lille. L'autre est donc située à Troyes. Et donc, nous vous proposons de retrouver la journaliste de Canal 32, Pauline Lermite. Elle est partie à la rencontre de 2 étudiants de l'UTT qui ont créé une application pour smartphone qui s'appelle Marty. On vous laisse découvrir. L'Université de technologie de Troyes, c'est 3100 étudiants, 7 branches ingénieurs, 6 parcours de master et 3 spécialités de doctorat, entre autres. Et parmi tout ça, on retrouve Paul et Gabriel. Vous êtes tous les 2 étudiants ingénieurs en 3e année, donc en informatique. Et vous vous êtes lancés dans un projet l'année dernière. C'est une application mobile qui s'appelle Marty. Paul, tout simplement, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'objectif de cette application et à quoi ça sert ? L'objectif de cette application, il est tout simple, c'est de simplifier l'écologie au plus grand nombre. Et ça passe par quoi alors, concrètement ? Alors concrètement, ça passe par un scan des produits que vous allez consommer tous les jours. Et l'application va calculer une note écologique pour chaque produit et effectuer un suivi de votre consommation. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment l'impact sur l'environnement de votre consommation évolue dans le temps. Et du coup, quelles sont les actions pour le réduire finalement ? La version bêta est sortie. La version bêta est sortie. Là, ce sont les débuts alors. Tout à fait. Ça commence tout juste, on se lance tout doucement en version un petit peu bêta. Aujourd'hui, on est vraiment disponible sur la ville de Troyes et sur Paris. C'est là en fait on va se concentrer et proposer vraiment les politiques de gestion des déchets adaptées avec du coup une ambition nationale au fur et à mesure. Et international peut-être ? Et peut-être international. Bon, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, mais éventuellement, un jour, pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'UTT, l'Université de technologie de Troyes, vous a accompagné financièrement à travers le Mindstart. Gabriel, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le Mindstart ? Le Mindstart, c'est une commission de financement des projets étudiants qui est portée par la Fondation, l'Université de technologie de Troyes, et par la Caisse d'épargne. Donc c'est soutenu par la Caisse d'épargne. Et en fait, les étudiants sont amenés à présenter leur projet, essayer de convaincre le jury. C'est un très bon exercice de pitch. Et en échange, si le projet, on a réussi à convaincre, on va récupérer un petit peu d'argent pour booster notre projet. Et là alors ? Et on a eu nous on est passé à 2 commissions. Et on a eu une somme totale de 3 000 € qui nous permet vraiment de nous lancer, tout simplement de créer l'entreprise, parce que créer une entreprise, c'est des frais qu'on peut assumer grâce à l'accompagnement de l'UTT. Très bel accompagnement donc. Alors vous êtes 3 sur le projet, il manque Clément. C'est grâce à l'UTT que vous arrivez justement à développer tous ces projets ? On a la chance à l'UTT de pouvoir choisir nos cours. Ça nous permet quand même plus ou moins d'adapter finalement la charge de travail des cours et de suivre des cours qui nous intéressent, par exemple pour développer nos projets à côté. Et donc voilà, c'est beaucoup d'organisation et on a aujourd'hui des semaines très chargées tous les 3, c'est sûr. Alors Gabriel, Paul, vous le savez, l'invité d'exception en plateau, c'est Mathalie Crasset. Alors le design, c'est pas forcément votre domaine, mais il me semble que vous avez tout de même une question à lui poser, Gabriel. Tout à fait. Eh bien écoutez, enchanté Madame Crasset. Et en fait, je ne vais pas vraiment avoir une question pour vous, ça va plutôt prendre la forme d'une requête, vous allez voir. À l'UTT, comme dans l'ensemble du territoire, et j'espère à l'échelle nationale, on a vraiment une volonté de promouvoir l'égalité des chances.
Et justement, vous avez un parcours atypique qui force le respect. Et justement, moi je me demandais si vous auriez aujourd'hui un message pour tous ces jeunes qui, comme vous, ont un rêve, un objectif, mais pas forcément le soutien ou la confiance nécessaire pour se lancer dans cette voie. Voilà, tout était écrit sur l'écran. Merci beaucoup Gabriel et Paul, et on vous laisse répondre, Nathalie. Oui, je pense qu'il y a des gens bienveillants autour de soi. Il faut juste arriver à les identifier et après ne pas hésiter à aller les voir, aller leur parler et leur demander un soutien sur le long terme. Je pense que ça peut être un bon exemple. Lou, la confiance, vous l'avez construite comment? Je crois que vos parents ne vous voyaient pas ingénieur. Si, justement. Ah bon, c'est moi qui ne me voyais pas. Ingénieur. Alors j'ai mal compris, j'avais regardé une émission pourtant. Oui, ça peut peut-être pas transparaître comme ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est compliqué de trouver sa voie, mais moi, mes parents, ils me voyaient ingénieur et moi, j'ai dit, je ne serai jamais ingénieur. Et pourquoi? Je ne veux pas l'être. Parce que j'avais l'impression que c'était justement trop tourné sur la technologie et pas assez sur l'homme et la société. Et en fait, la technologie, ça ne peut pas aller toute seule, en fait. Et c'est ça, peut-être aussi, qu'on ne dit pas assez, au moins en école d'ingénieur ou dans notre parcours. Et la technologie, c'est pour nous, c'est pour les autres. Et je crois que dans vos interviews, vous le dites beaucoup, que vous faites quelque chose pour transformer les gens, pour leur apporter une autre vision des choses. Et voilà, c'est cette vision-là de la technologie qui me paraît importante. Mais d'ailleurs, l'humain est très présent dans votre projet actuel, en tant qu'ingénieur. Oui. Vous nous en dire un mot? Donc là, je suis en doctorat. Oui. Donc, effectivement, les ingénieurs, en tant que même designers, les concepteurs, on conçoit souvent pour la majeure partie de la population. Et moi, dans mon doctorat, j'ai décidé de me focaliser sur plutôt des communautés autonomes qui sont dans des démarches de transition écologique plutôt fortes. Et c'est pour ces personnes-là que j'aimerais concevoir, ou du moins tenter de comprendre comment on peut concevoir pour ces personnes. Francis Bécard, un jeune qui doute, comment on l'aide? Qui manque de confiance, je renvoie à la question. Je pense qu'il faut le mettre dans un contexte, essayer de générer un contexte dans lequel justement il va s'épanouir, plutôt que de se compliquer la vie. Et c'est un peu ce qu'ont dit les jeunes de l'UTT, c'est l'objet de l'incubateur étudiant qu'on a fait. C'est-à-dire qu'à Troyes, on est un peu l'exception française dans ce sens où on a réussi à créer un incubateur entre l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, école d'ingénieur, école de management, école supérieure de design, y compris certains lycées qui ont des BTS. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du terme, un incubateur, c'est pas pour faire des virus ou des vaccins, c'est un endroit où se réunissent des gens qui ont des entreprises à créer. Donc je le dis parce qu'il y a une sorte de contexte d'actualité. Le contexte pourrait le laisser penser, effectivement. C'est de créer un environnement dans lequel ils sont finalement entre eux, comme la vie, pour porter des projets, de telle sorte que j'entendais les deux jeunes élèves d'ingénieurs dire finalement on n'a pas travaillé sur le design, mais c'est peut-être une erreur finalement. Et s'ils ont des jeunes étudiants du design à côté qui vont leur donner spontanément un coup de main, c'est la vraie richesse d'un projet aujourd'hui, c'est de transversaliser et de redonner un espace de confiance aux jeunes. En fait, une perte de confiance est liée à une situation à un instant donné, c'est tout. Et il faut la reconstruire, et la reconstruire, c'est les mettre dans un environnement favorable. Nathalie, vous avez dit dans un entretien que vous étiez particulièrement intéressée à l'action de la technologie, très tôt, l'objet comme objet technique. Oui, parce que avec la technologie, on peut faire le meilleur comme le pire. Donc, en fait, l'intention est très, très forte, justement. Et je pense que dans le passé, on n'a pas assez réfléchi, c'est sûr. Si on est dans la situation aujourd'hui, on est surpuissant, on est sur un espèce de piédestal. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de descendre du piédestal et de se considérer comme un vivant et pas comme un homme surpuissant. Et ça va déjà énormément changer les choses, mais aussi l'enseignement des technologies, forcément. Alors Francis Bécard, que fait-on pour rendre ce monde de tech et ces formations accessibles et attrayantes? Quel est votre message? Moi, je crois qu'elles le sont. Il me semble. En tout cas, aujourd'hui, les jeunes générations sont intéressées, même ceux qui n'y sont pas destinés au départ. Donc, je ne pense pas que ça... Il y a plusieurs... D'abord, je pense qu'il ne faut pas exclusivement réserver la tech à l'enseignement supérieur. Je pense qu'il y a de la technologie qui n'est pas exclusivement d'enseignement supérieur et qui est très intéressante dans des domaines aujourd'hui qu'on voit se développer comme les drones ou autres. C'est pas forcément... il faut pas le limiter au post-bac. La deuxième chose, il me semble que le contexte a largement évolué depuis une dizaine d'années, où on a des gens qui sont entre les sciences du management, les sciences de l'ingénieur, les sciences du design. Tout ça, c'est très, très, très largement rapproché. Tout le monde s'est rendu compte... Nathalie le dirait mieux que moi, mais il y a 15 ans, le mot design en France, ce n'était pas aussi évident pour chacun d'entre nous qu'aujourd'hui.
Nous, quand on a créé notre école supérieure de design en 2005-2006, on avait sensiblement les mêmes défrichages à opérer sur la société et sur le territoire pour convaincre. Aujourd'hui, ça y est, la démarche est engagée et cette évidence est apparue à chacun. Donc c'est un peu moins compliqué. La technologie, il faut être prudent dans le mot technologie parce que même quand on travaille sur le social, il y a une part de technologie. Il faut être très très prudent. Les sciences du management, on est dans un monde qui va très vite, qui est mondial. Et aujourd'hui, tout doit évoluer dans ce sens. Et la technologie est au service d'eux. Il ne faut pas se tromper, la technologie, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour permettre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment tous les trois que le design, typiquement, ça vient du dessin industriel? Quand on dit technologie, on entend industrie, du moins on dit industrie, on entend production, pollution. Comment tout ça s'articule avec un monde dans lequel la sauvegarde de la planète, et pas seulement de la planète, de nous, dessus, est un enjeu absolument considérable? C'est justement réorienter notre façon de penser. C'est éviter de dessiner des objets dont on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on voit arriver énormément de marques avec du greenwashing. En fait, ils sont encore en train de suivre le même. Voilà. Ces produits, on ne les a pas demandés, forcément. C'est juste. Voilà. Et il peut y avoir des dérives aussi en faisant des nouveaux matériaux aussi, qui ont certes des qualités écologiques, mais qu'on n'a pas demandé non plus. Je veux dire, à un moment donné, c'est se questionner et c'est surtout avoir d'abord un autre rapport au monde. C'est ça qui est le plus important, c'est déjà être soi, connecté au monde et à partir de là, tout se déclenche et on va penser différemment. Oui, je rejoins Mathieu, il faut être technocritique, parce que quand on aime la technologie, on doit être critique par rapport à elle. Et donc, nous, en tout cas, les scientifiques parlent de nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Et c'est hyper important de savoir, du coup, ce que c'est, parce que ce n'est pas un problème qu'on va résoudre, c'est un état dans lequel on est et dans lequel on va vivre pendant des centaines et des centaines d'années. L'Anthropocène, vous me corrigez, mais Anthropos, c'est pour l'homme, et c'est ce moment dans l'histoire de la planète où l'activité humaine est devenue plus importante que tout autre facteur pour expliquer les évolutions climatiques, géologiques. C'est exactement bon ça. élève. C'est-à-dire, exactement, c'est une très bonne définition. C'est qu'on est capable, finalement, en tant qu'humain, en tant que société humaine, de complètement détruire le système Terre. Et donc là, la technologie a eu son rôle dans cette affaire, donc il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est pas parce que la technologie est responsable de ça qu'on ne peut pas aussi aimer la technologie et en faire autre chose. Et l'utiliser pour faire autre chose. Exactement. Alors pour aller plus loin et continuer cette émission, la directrice de l'ONICEP nous livre quelques conseils. Elle s'appelle Frédérique Alexandre Bailly, ses initiales FAB, et donc la chronique, c'est le Fab Lab. Le Fab Lab. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fab Lab. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas répondre à 3 questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées et qui vous permettront quand même, j'espère, d'avancer dans la construction de vos projets. Première question, j'ai de bonnes notes, est-ce que je dois forcément m'orienter vers des études longues et abstraites? On a tous en tête des exemples de jeunes qui sont très tôt passionnés par un métier, qui veulent l'apprendre tout de suite. Ils ont de la chance. Mais des fois, ces jeunes ont de très bonnes notes et leur famille ou leurs enseignants les mettent en garde contre un choix effectué trop tôt et leur conseillent de privilégier le lycée général et technologique plutôt que le lycée professionnel ou le CFA, ou plus tard une prépa plutôt qu'une école professionnelle. Ont-ils raison? Difficile à dire. Moi, à votre place, je tenterai de savoir de quoi j'ai vraiment envie. Pour une fois, je ne vais pas vous poser une question, mais vous dire ce que j'en pense. Si à chaque étape de choix d'études et plus tard d'emploi, vous faites ce que vous aimez vraiment, et vous le faites à fond, alors il y a de grandes chances pour que vous le fassiez très bien et que vous continuiez à vous éclater et à apprendre. Alors à mon avis, il vaut mieux aller vers ce qu'on aime et y réussir que se forcer à continuer des études dont on ne comprend pas le sens. Mais attention, si rien ne vous pousse vers une formation courte, alors continuez à vous former et à chercher des formations et des trajectoires qui vous plairont. Deuxième question, quels sont les métiers où il faut à la fois mobiliser son esprit et son habileté manuelle? Alors là, la question derrière la question est très sérieuse. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont des idées reçues sur les métiers manuels qui seraient réservés à ceux qui n'ont pas forcément envie de se servir de leur tête dans leur vie professionnelle, voire à ceux qui n'auraient pas de très bons résultats scolaires. Alors d'abord, qui a dit que les bonnes notes étaient un signe d'intelligence? Pas moi en tout cas. Ensuite, détrompez-vous. Si vous avez déjà essayé de faire quelque chose de manuel, vous savez très bien qu'on a tout le temps besoin de réfléchir pour le faire bien. Alors oui, les formations professionnalisantes sont adaptées à ceux qui cherchent à avoir le sens et le résultat visible de ce qu'ils apprennent. Mais pour réussir dans les métiers où elles mènent, il faut tout y mettre. L'habileté, l'intelligence et l'envie de le faire. Vous me direz que je n'ai pas répondu à la question? En êtes-vous certain? Troisième question. J'ai de mauvaises notes. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas réussir là où j'ai envie d'aller? Ah oui, c'est la question complémentaire des deux autres. Comme si les mauvais en classe n'avaient aucun choix réel. Je vous accorde qu'il y a beaucoup d'indices qui pourraient vous faire penser ça. Mais prenons un peu de recul.
dans tous les parcours que le Monde Campus Le MAC vous retrace, dans tous les témoignages de ces personnalités qui sont heureuses de leur situation, êtes-vous sûr qu'ils avaient tous de bonnes notes? Est-ce que ça a déterminé une impossibilité à tracer sa route? Posez-vous la question. Et à bientôt dans le Fab Lab. Francis, le Francis Bécard qui sourit en écoutant Frédéric Alexandre Bailly, c'est le directeur d'école ou c'est l'ancien élève qui se dit finalement moi j'ai eu un parcours qui n'était pas si linéaire? Les deux sans doute, parce qu'on n'arrive pas bien forcément à se dissocier dans la vie, sans doute les deux, mais je partage totalement. Enfin, je crois que si on pouvait essayer d'aider les jeunes à choisir leur orientation par rapport à leur plaisir et leurs aspirations, on gagnerait. Et je crois que c'est ce qui caractérise les sportifs de haut niveau. Donc si on le transposait au monde de la formation en général, ce serait parfait, parce que quelqu'un qui est devenu champion de Formule 1, il aimait a priori mieux le karting au départ que le tennis. Et finalement, c'est sensiblement la même chose à l'école. Ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec l'année Stud-Up qu'on a mise en place, nous. En première année post-bac, on est une année pour les jeunes indécis. C'est-à-dire qu'ils rentrent en première année de bachelor, ils touchent un peu au design, un peu au management, un peu différentes sciences. Et en deuxième année seulement, ils choisiront une voie un peu plus spécialisée, pour qu'ils aient goûté d'abord. Voilà, c'est une année particulière. On poursuit le dialogue avec vous, élèves du lycée des Lombards, qui nous avez envoyé vos questions. On vous écoute dans quelques secondes. Oui, parce que grâce à l'ONICEP, des élèves nous ont envoyé leurs questions. La première est de Garance et elle s'adresse à Lou et à Matali. Comment pensez-vous que votre métier va évoluer à l'avenir? C'est très court. Chacune qui vous prend la parole. Alors moi, j'ai pas encore de métier d'ingénieur défini, mais effectivement, en tant qu'ingénieur, je pense qu'il y a énormément de place pour les ingénieurs et le mot ingénieur est tellement vaste qu'en fait, nos métiers évoluent beaucoup, en tout cas vers pas seulement la technique, justement le management, comment on va gérer une équipe projet, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'intégrer l'ensemble des parties prenantes. Donc pour moi, c'est ça, intégrer l'ensemble des parties prenantes d'un projet, savoir communiquer avec tout le monde. Pour moi, c'est comme ça que ça évolue. Nous, on est dans un métier qui évolue sans arrêt, donc en fait, il va continuer à évoluer. Moi, j'aime bien cette idée que ce n'est pas non plus une corporation, comme le métier des architectes, parce qu'en fait, ça fige les choses, et l'éducation aussi. Donc, en fait, cette non-définition du métier nous permet de pousser les limites. Donc, je trouve que c'est l'idéal, c'est une richesse, il faut considérer, et ça nous permet aussi d'avoir chacun notre propre approche. On ne va pas chercher à comprendre ce qu'est le commun de tout ça, mais au contraire, à amplifier les différences entre nous. Comme les journalistes, vous ne voulez pas d'ordre des designers. Nous, on ne veut pas d'ordre des journalistes. Josépha. On ne veut pas une question d'Armand à Matali et Francis Bécard. Que pensez-vous de l'irrégularité salariale dans les métiers de l'art? C'est très concret. Oui, alors, oui, c'est vrai que alors beaucoup diraient, mais ce sont des gens qui prennent plaisir, donc ils ont. c'est un peu vrai. Moi, je m'occupe pas en fait de demander des budgets, en fait, parce que je suis pas la bonne personne pour le faire. Vous êtes arrivé à un niveau où on peut se permettre de tout demander. Mais juste, je le dis parce qu'en fait, je suis pas la bonne personne. Moi, je paierai les gens pour faire des projets. Donc en fait, j'ai délégué. Faites attention quand même, il y a des gens qui regardent. J'ai délégué cette partie-là. Je pense que c'est mieux voilà. Enfin, je donne un exemple très précis de ça. Après, oui, il y a une irrégularité constante, mais c'est en train de changer un petit peu. Je pense que le fait d'entrer dans des institutions, le fait d'entrer dans des grandes entreprises, ça sécurise un petit peu. Ça. C'est une préoccupation de vos étudiants? Alors, je vais reprendre dans le même sens. Je ne pense pas pour ceux de l'école supérieure de design, paradoxalement. Je pense que c'est sans doute même les étudiants qui ont véritablement choisi une formation par rapport à une aspiration, d'autres par rapport à un statut, par rapport à un cursus, par rapport à des notes. Je reviens à la remarque tout à l'heure. Mais je pense que ça change. C'est-à-dire qu'il y a eu cette époque où, vous savez, la régularité des rémunérations peut devenir irrégulière, mais dans l'autre sens, quand on a sensiblement manqué d'informaticiens. C'était devenu dans l'autre sens. Et je pense que le design est en train de prendre de l'ampleur parce qu'un certain nombre d'acteurs économiques, alors ça touche beaucoup plus le monde de l'entreprise, mais se sont rendus compte que l'absence de design les avait malheureusement conduits à des échecs conséquents sur le marché. Et donc la réintégration de cette dimension va donner certainement une place beaucoup plus importante aux designers et sans doute, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas une considération salariale supérieure. Nathalie Crasset va rester avec nous pour la dernière partie de l'émission. Vous allez dans quelques instants, Francis et Lou, nous quitter, mais je voudrais juste en une phrase, si c'est possible, une sorte de conseil, le diamant, la pépite, ce qui concentre, ce que vous auriez envie de dire à des jeunes qui sont en quête d'une voie.
Vous voulez commencer? Vous battez pas, tout va bien. On en discutait un petit peu avant, peut-être être bien entouré. Parce qu'on a le droit de se tromper, c'est hyper important. Enfin, on s'est tous plantés. Moi, j'ai loupé Sciences Po, ça a été super dur. Mais en fait, c'est super de louper, ça fait du bien, parce que c'est pas sa voie. Qu'est-ce qu'on a raté, toi? Mais voilà, être bien entouré. Moi, j'ai raté ma classe prépa littéraire, effectivement. Moi, j'ai raté le CFJ, ils n'ont pas voulu de moi, centre de formation des journalistes. Francis? Mais moi, je pense qu'on échoue que si on essaye d'abord. Donc, l'essentiel, c'est d'essayer. Moi, je le vois particulièrement de la création d'entreprise. C'est pas possible de réussir du premier coup. J'en connais pas des belles réussites du premier coup. Donc, ça doit être vrai ailleurs. Et il faut pas renoncer. C'est quelquefois difficile. Et Lou en est la démonstration, je crois, par rapport au parcours improbable. Il faut pas renoncer. Il faut avancer. Et il faut surtout, effectivement, trouver des endroits où on exprime son envie. Et c'est ce que devrait être, ce que nous sommes, je crois, un établissement d'enseignement supérieur ou une école en général, c'est de venir nous voir. Le but, c'est pas de prendre un élève, c'est de s'assurer qu'il est dans le bon contexte. Et ce que je dirais à tous les lycéens, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un de passionné échouer. Alors la passion, merci. Beau message, Francis Bécard, merci Lou Grimal. Mathalie, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. On va rencontrer deux nouveaux invités, Josépha. Oui, deux femmes qui font bouger la région, puisque cette troisième partie s'intéresse à ces jeunes qui font bouger la région. Nous recevrons Marie-Odile McKinney, qui a lancé le projet Ability, une solution ludique de réalité virtuelle pour apprendre et permettre à des personnes hémiplégiques de faire leur rééducation de façon ludique. Et en plateau également, Marion Solor et son textile Made in Aube. Mathalie Crasset, vous êtes la marraine de cette édition A3 et donc vous êtes avec nous pour cette troisième partie d'émission qui est consacrée aux jeunes qui font bouger la région. Et donc avec nous et avec vous, nous avons deux nouvelles invitées. Alors ensemble, on va parler engagement. Lutte défend sa marque de vêtements Made in 3 dans l'ancienne capitale de l'industrie textile en France. Marion Solor, bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, l'autre personne qui est avec nous s'implique dans le domaine de la santé et innove au service du handicap. Marie-Odile McKinney, bonjour. Bonjour. Alors une petite question pour profiter de la présence de Mathalie en plateau. Quelle place occupe le design dans vos activités et est-ce qu'elle occupe une place? Je te laisse. Merci. Moi, la place, elle est prépondérante, évidemment. Il faut savoir quelle tendance, de quoi sera fait demain, quelle tendance sera priorisée. Pourquoi aussi? Quand je fais écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure, on se demande aussi, ça ne sert à rien de confectionner des produits qui ne sont pas forcément nécessiteux. Enfin, voilà, on essaye de se poser ces questions-là. Alter Ego, c'est une marque c'est une particularité quand même, en dehors de faire des vêtements. Alter Ego, c'est une marque pour assortir toute la famille. Donc soit à l'identique complètement ou alors avec des petits rappels. On essaye de s'inscrire dans une complicité familiale, vraiment créer du lien. D'ailleurs, le slogan, c'est « Nos vêtements tissent vos liens », c'est parce que c'est vraiment l'idée. On en parlera justement, on détaillera plus après votre projet. Marie-Odile? Nous, ça va avoir une place aussi importante dans la réalisation des mini-jeux de réalité virtuelle parce que c'est ça qui va différencier de notre POC technique et au produit final. Et c'est quelque chose qui a été pas forcément évident pour nous au début, puisqu'on est deux ingénieurs et c'est pas forcément ancré dans notre formation au début, mais on a appris, on a testé, on a très vite vu qu'on pouvait pas rester comme ça. Et donc c'est vraiment la relation avec les utilisateurs et essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Et donc ça fait partie de toute cette réflexion autour de notre solution. Avant de poursuivre le dialogue, un jeune homme et son papa qui eux aussi s'engagent. L'objectif, c'est de faire changer le regard des autres sur le handicap. Je vous propose de retrouver auprès d'eux Pauline Lermite de Canal 32. C'est un parcours exceptionnel et atypique que je vous propose de découvrir, celui d'Ulysse Delso, pilote professionnel NASCAR. Bonjour Ulysse. Bonjour. Avec nous le papa d'Ulysse, Emmanuel, bonjour également. Bonjour. Alors ici on est dans une salle de simulation. Donc Ulysse, vous êtes pilote de haut niveau et c'est aussi le nom de votre handicap. Vous êtes autiste de haut niveau. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai eu du retard au niveau du langage. Du langage, je veux dire, je ne parlais pas jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai su
faire un lacet à 15 ans et j'ai su faire un double nœud seulement l'année dernière à 22 ans. Et est-ce que ces troubles-là autistiques ont été un frein finalement ou plutôt un levier pour exceller dans votre domaine du sport automobile? Pour moi, c'est plus un levier. Après, ça ne me freine pas. Moi, c'est pas ce qui me fait freiner. Moi, c'est vraiment le milieu où je me sens vraiment à l'aise. C'est ma passion depuis une vingtaine d'années. Alors, vous avez bientôt 24 ans, hein, Ulysse? En septembre. En septembre, voilà, faut le préciser. Et vous êtes une référence dans ce milieu du sport automobile. Comment vous est venue cette passion? C'est depuis tout petit? Alors, la première fois, c'était à l'âge de 5 ans sur le circuit de Foulin, sur le circuit de karting de Chaumont. Quand je suis monté sur le kart, sur les genoux du propriétaire de la piste, j'étais fasciné par les sensations, la vitesse et j'avais dit à mes parents, c'est quelque chose qui m'a ébloui. On l'a vu sourire. Et comme c'était quelque chose de plutôt rare pour lui, et bien on a continué. Et puis arrivé à un moment donné, je lui ai dit en définitive que s'il battait le record de la piste avec un kart, que je lui achèterais un kart. Il a battu le record de la piste et de là on s'est laissé guider avec lui et on a réussi un parcours extraordinaire. Emmanuel, j'imagine que vous êtes fier de votre fils? On est fier de tout ce qu'on a pu réaliser, c'est extraordinaire puisque c'était pas écrit au départ. On fait tout pour continuer, c'est un sport qui est très élitiste aussi et qui nécessite beaucoup d'abnégation, d'investissement et puis du travail, donc de toutes parts, du pilote mais aussi de l'entourage. C'est beaucoup d'abnégation au quotidien. On conclut cette interview avec la traditionnelle question à l'invité. Je me tourne vers vous. Emmanuel, que souhaitez-vous savoir sur Matali Crassé? Bien, donc Nathalie, voilà, donc une très belle réussite, c'est fantastique et c'est toujours exemplaire pour tout à chacun. Comme je le pense pour Ulysse, pour vous, il y avait le talent mais par contre, on le sait très bien, c'est jamais suffisant pour aller plus loin, aller effectivement se faire reconnaître au niveau international. Et la question, est-ce qu'il y a des repères, des conseils qui nous permettraient effectivement de pouvoir atteindre le même rayonnement que vous avez pour Ulysse et je sais qu'il y a le travail, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Donc voilà, c'était une question plus pour pouvoir lier le talent à la réussite et l'expérience internationale. On attend vos conseils, Matali. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup l'enjeu de la communication. On a des réseaux, on a pour communiquer, montrer ce qu'on sait faire et surtout qui on est. Parce que ce n'est pas simplement l'idée de montrer le résultat, mais montrer comment on le fait et notamment ensemble, puisque là, c'est un projet presque familial. Donc, c'est ça qui, à mon avis, peut faire la différence aussi. Alors Marion, on a vu dans ce reportage que la complicité entre un père et son fils, on parle de notion familiale. Pour vous, la notion de tribu, c'est important dans votre marque Alter Ego. Vous pouvez nous en parler ? Bah oui, c'est essentiel. C'est l'essence même de la marque. C'est autour de ça que ça se construit. L'idée, voilà, c'est que visuellement, on voit le lien émotionnel entre chaque membre de la famille. Alors vous avez choisi de rester à Troyes, rester à Troyes qui est une ville donc réputée pour le textile. Vous faites fabriquer ici aussi à Troyes, c'était important ? Oui, bien sûr, c'est important. C'est aussi important de fabriquer en petite série, donc toujours pour pas faire de la production textile en masse, mais vraiment garder une petite échelle. Et puis proposer des éléments qui vont durer dans le temps, en fait. Des pièces qui ont des formes qui vont être assez classiques pour traverser toutes les modes. Et aussi pour que visuellement ce soit joli, parce que comme c'est pour toute la famille, fatalement, il ne faut pas débarquer à 4. Voilà, il faut que ce soit élégant, soit bien pensé. Et par contre, vous êtes partie d'une formation de quel type ? Oui, bah moi je me retrouve un peu dans les portraits du démarrage. J'ai un parcours atypique aussi. J'ai fait un baccalauréat littéraire. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante de gestion en alternance. J'ai travaillé, donc j'ai été salariée à la suite de ça. Et ensuite, j'ai repris seulement une formation, une licence de stylisme à Aix-en-Provence. Donc, à côté, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été salariée. Donc, j'ai travaillé dans le bâtiment, dans l'automobile et de nouveau dans le bâtiment.
avec 2 patrons que j'adore. Mathalie, le textile, c'est un milieu qui vous attire ? Oui, j'ai fait certaines collaborations, notamment avec des entreprises de patrimoine vivant qui continuent à fabriquer en France. Le tissage Moutet, par exemple, ils sont situés à Orthez. Voilà, non, j'aime bien. C'est un milieu qui a beaucoup... Et je collabore aussi avec une entreprise qui s'appelle Missègle, qui travaille avec des laines naturelles, voilà, c'est à chaque fois très puissant, parce que je pense que c'est un des plus vieux métiers du monde, et en même temps, il y a eu tellement de bouleversements, et que c'est toujours ce métier-là, en général, qui prend les révolutions. Enfin voilà, c'est les premiers métiers impactés en général, et où il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. Donc il y a beaucoup de choses à inventer, mais en même temps, c'est des noyaux de résistance assez forts. Alors Marie-Odile, vous êtes dans un tout autre domaine avec votre projet Ability. Alors on le rappelle, c'est une solution de réalité virtuelle pour donner envie, ou en tout cas redonner l'autonomie motrice à toutes les personnes au quotidien qui font une rééducation, notamment celle atteinte d'hémiplégie. Déjà, qu'est-ce que l'hémiplégie ? L'hémiplégie, c'est la paralysie partielle au total de la moitié du corps, et c'est souvent suite à un AVC, mais ça peut être suite à des infections ou autres. Et du coup, on va avoir vraiment beaucoup de rééducation à faire quand on est atteint d'hémiplégie. Et nous, l'objectif, c'est de pouvoir aider les personnes atteintes d'hémiplégie à faire leur rééducation de manière plus ludique, et dans des univers différents, avec des thérapies qu'on a pu observer avec des médecins, et les intégrer différentes pour essayer de faire un panel beaucoup plus large et ludique de jeux. Mais ça a été créé à la base en rencontrant un jeune de 15 ans qui a été atteint d'hémiplégie. Léandre, voilà. Du coup, suite à un AVC infantile, donc à sa naissance. Et c'est lui qui nous a expliqué tous les différents types de thérapies qu'il avait suivies, ce qu'il avait aimé ou pas. Et on a essayé de reprendre une thérapie qu'il aimait bien, enfin qui était efficace, et la traduire, la gamifier, parce qu'elle était très répétitive. Et du coup, on a essayé de la rendre plus rigolote pour lui, quoi. Challenge qui était organisé à l'EPF 3. Hein. On se promène quand même un petit peu ici. On a vu l'IUT, l'UTT, voilà, l'école de design. L'EPF. Vous-même, vous étiez étudiante ? C'est ça. Je suis venue directement après mon bac faire mes 3 premières années d'école généraliste à l'EPF 3. Et après, je me suis spécialisée en informatique sur le site de Sceaux. Et puis, je suis revenue ici pour créer l'entreprise. Qui fut l'école polytechnique féminine. C'est ça. Il y a fort longtemps. Alors, vous êtes ingénieur, vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous l'avez expliqué. Comment on en vient à travailler avec le corps médical ? Comment se passe cette collaboration ? Eh bien, beaucoup mieux que ce que je pensais. J'avais peur, en fait, du monde médical, parce que je ne le connaissais pas, et j'avais peur que 2 ingénieurs qui arrivent comme ça et qui commencent à essayer de bouger des choses, je ne savais pas si ça allait bien se passer. Et en fait, on a commencé à travailler avec le CHU d'Angers, qui a bien voulu travailler en collaboration avec nous. Et c'est là qu'on a pu vraiment rencontrer des ergothérapeutes qui travaillent avec des enfants et des adultes dans leur rééducation, et qui nous ont montré les gestes, qui nous ont expliqué ce qu'eux attendaient, ce qu'ils utilisaient, et oui, pourquoi non. Et donc, on est vraiment revenu à la racine du projet avec eux pour essayer de travailler vraiment avec le corps médical, le traduire en informatique et le gamifier. Mais toujours, on travaille avec eux. On vérifie que ça leur correspond. Gamifier, c'est le rendu ludique. Oui, pardon. Je travaille mon anglais, c'est juste ça. C'est notre traducteur officiel. Alors, vos 2 projets, à toutes les 2, nécessitent l'implication du consommateur, de l'utilisateur, à la fois l'implication pour acheter local, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'était important de produire à Troyes, et souvent, ça coûte plus cher de produire en France, donc il faut motiver les gens à le faire. Et vous, de votre côté, Marie-Odile, c'est impliquer les gens à vouloir choisir une nouvelle forme de rééducation, quelque chose de plus ludique qu'ils ne connaissent peut-être pas. Comment va-t-on chercher ce public et comment on le motive, Marion ? Il y a plusieurs moyens. En fait, ça va dépendre de la tendance de consommation. Donc, par exemple, en ce moment, il y a un vrai engouement, donc forcément, ça facilite les choses. Après, moi, dans mon parcours, au démarrage, c'était pas forcément l'évidence, hein. J'ai démarré le projet en 2014, à la fin de mes études, donc le Made in France n'intéressait pas forcément. C'était des portes à enfoncer. Il fallait faire aménager un petit peu, avoir des convictions, savoir ce qu'on voulait faire vraiment. Et puis moi, Troyes, c'est ma ville de cœur. Donc dans tous les cas, j'avais envie de... là. Voilà, ça, oui.
Marie-Odile, comment on motive les gens à faire une rééducation de façon ludique? Bon, c'est plutôt sympa à la base quand même. Voilà, mais il y a quand même un aspect, la réalité virtuelle, ça peut faire peur. Et puis, puisque donc, nous, là pour l'instant, on se concentre sur les hôpitaux, les centres de rééducation. Mais on a comme vision dans 3 ans de pouvoir rendre la rééducation accessible à la maison aussi, qu'ils puissent faire plus de rééducation parce qu'ils en ont envie et remettre la motivation au premier plan. Donc pour l'aspect consommateur, vu que le projet il est né vraiment de Léandre, on a compris comment un petit peu s'adresser à lui. Mais c'était plus difficile pour nous d'essayer de s'adresser au corps médical parce qu'on ne savait pas exactement de quoi ils avaient besoin. Donc je pense que pour aller les voir, on est vraiment retourné comprendre leurs besoins. Et c'est ça qui fait qu'après, on peut expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et que c'est vraiment pour eux qu'on le fait. Enfin, on travaille pour eux. Nathalie, comment vous anticipez ce lien avec le public, justement, cette réaction du public? Vous y pensez d'ailleurs? Oui, je pense qu'à ça, en fait. Je ne fais pas les objets pour moi. En fait, il y a une façon de penser généralement. On est humain, donc déjà, on est constitué à peu près de la même chose. Après, on se base sur des valeurs, en fait. Donc, c'est ces valeurs qui nous guident. Hein. Et on commence à un peu questionner l'universalité aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même un fond commun qui nous unit. Et en fait, c'est sur ce commun que j'agis. Et maintenant, on va passer aux questions des jeunes. Et ces jeunes, ce sont des élèves du lycée des Lombards qu'on remercie chaleureusement d'avoir joué le jeu, parce qu'en plus, c'est la fin de l'année, c'était compliqué, les révisions, tout ça. Merci aussi aux enseignants, au conseil d'orientation qui nous ont aidés. La première question, elle est d'Alicia et elle est adressée à Marie-Odile. Ma question, c'est pour la société Ability. Quelle a été votre motivation pour travailler dans le champ du handicap? Du coup, c'était donc cette rencontre avec Léandre et puis on a pu, à force d'échanger avec le corps médical et d'essayer aussi de proposer notre solution à d'autres jeunes et d'autres adultes qui l'ont testé, c'est très satisfaisant, on va dire, de voir que ce qu'on fait, c'est pourquoi on se lève tous les matins, ça aide des gens et ça aide des gens aussi à pouvoir faire des choses aussi facilement que nous, on a la chance de le faire. C'est pas très français. De pouvoir le faire, on a tout compris. Quand je traduis pas, c'est qu'on comprend tout. Mais du coup, oui, voilà, nous, on a cette chance de pouvoir être autonome. C'est une fois tant qu'on n'est pas limité, tant qu'on ne s'en rend pas compte, voilà. C'est un cadeau. Et c'est une fois qu'on a été sensibilisés que nous, c'est vraiment dit qu'on voulait offrir ce que nous, on avait. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le champ du handicap. C'est top. 2 questions maintenant, ce sont des questions de Benjamin et Marion. Elles sont pour vous. D'où vous est venue l'idée de partir d'un métier traditionnel pour le moderniser? Comment vos valeurs ont-elles influencé votre parcours? Je pense que j'ai pas trop réfléchi, c'est venu naturellement. Je suis très famille de base, donc c'est quelque chose que je faisais avec ma sœur quand on était petite. On voulait tout le temps s'habiller pareil, donc fatalement, voilà, c'est devenu après mon projet d'études, je l'ai présenté. On m'a encouragée à le faire et j'ai démarré. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions en fait. Nathalie, vous qui avez vécu l'expérience de la gémilité, on a été comment vous entendez ce que dit Marion? Oui. Il y a un moment donné, on a voulu avoir sa propre personnalité. Oui, ça, voilà. Non, mais il y a des moyens de faire filiation, mais peut-être pas directement dans l'esthétique, en fait. Il y a aussi des matières, je ne sais pas, aller plus loin que l'esthétique, je ne sais pas. Ça m'a questionné justement ce que tu expliquais. Les tailles pour l'enfant, c'est du 2 ans au 10 ans. Alors, pas avant, parce que je ne sais pas faire. Le bébé, c'est spécifique. La layette, il y a des normes. Et après 10 ans, effectivement, je me dis qu'il va y avoir un moment donné où on n'aura pas du tout envie de s'habiller comme nos parents. Alors, ça prend donc vous en tenez compte, hein? Oui, j'en tiens compte. Je ne vais pas au-delà du 10 ans dans les tailles. D'accord. Voilà. Alors, dans cette émission, on parle souvent de confiance en soi. On a déjà un peu abordé cette thématique juste avant. Vous avez toutes les deux monté soit votre entreprise, soit êtes en cours avec ce projet naissant qui commence à se concrétiser. Alors, comment on se lance et quels sont les principaux obstacles que vous avez pu rencontrer et donc surmonter puisque vous êtes là en plateau avec nous? Il y en a eu plusieurs. Au démarrage, moi, ça a été financier. J'ai commencé avec un prêt à la consommation.
Donc voilà, Il fallait que ça réussisse. J'ai essayé. Si ça réussissait pas, je l'aurais remboursé. Voilà, c'était fini. Mais bon, j'ai toujours... en fait, mon parcours, c'est vraiment le salariat. J'ai toujours travaillé à côté, donc ça m'a apporté autre chose en parallèle. Je suis une passionnée de rénovation immobilière, ce qui n'a rien à voir. Enfin voilà, ça enrichit et puis ça fait avancer. Donc moi, ma contrainte, c'était ça. Alors aujourd'hui, voilà, il y a une mode qui est en train de se lancer sur les vêtements assortis. Donc ça m'arrange, ça me va bien. Donc j'en profite, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années en arrière, on me regardait en me disant oui, bof, bon, je vais à Carrefour, je vais acheter de jogging, puis ça fait pareil. Mais bon, après, forcément, aujourd'hui, c'est différent. Mais il y a eu un parcours de fait. Et moi, c'était surtout financier au démarrage. Voilà. Marie-Odile? Je pense que nous aussi, c'est l'aspect financier qui n'est pas évident. Et c'est surtout qu'on a toutes les deux un souci de vouloir vraiment faire un produit, une solution parfaite. Et c'est pas possible. Et c'est assez frustrant. Je pense que c'est ça qui est un peu difficile pour nous, c'est d'accepter que ce ne sera pas forcément parfait. Et par contre, on a la chance de vraiment être bien entouré par nos amis, par nos familles. Et je pense que ça aide énormément quand on a des petites baisses en termes de motivation. Et aussi le fait qu'on soit en binôme, on se remonte toutes les deux. Et c'est très rare qu'on soit toutes les deux pas très bien par rapport au projet. Mais c'est parce ça nous arrive d'avoir des doutes. Souvent, il y a des fois où on se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé on n'est pas resté dans les boîtes dans lesquelles on travaillait. On avait un salaire d'ingénieur, c'était très bien. C'était stable, c'était facile, on va dire. Et là, on a complètement perdu toute cette stabilité et tout ce confort qu'on pouvait avoir. Mais on regrette absolument pas. Vous le retrouvez dans les yeux de Léandre que vous avez commencé à encadrer. Nathalie, vous travaillez en équipe, comme ça on parle de binômes qui permettent de se motiver, déjà développer la créativité, mais aussi se motiver. C'est quelque chose d'important pour vous? On est trois, des fois quatre, on est tout petit en fait. Moi je veux rester vraiment à une échelle humaine. Je pense que c'est important d'être en contact directement et en même temps de réfléchir et d'être élastique, d'être flexible, d'être agile. Et donc à partir de 5, ça commence à être un peu compliqué pour moi. Ça veut dire renoncer à certains projets pour lesquels il faut de grosses équipes. C'est pas une frustration. Ça m'empêche pas de faire un peu d'architecture. Ça m'empêche pas. Voilà. Dans le monde entier. Oui. Donc, pour dire les choses. Oui, après, j'ai pas envie de faire des méga projets non plus. Je pense que c'est déjà plus le moment de faire des méga projets. Donc ça tombe bien. Et mais comme j'expliquais, j'ai pas envie non plus de créer des fusées pour aller sur la Lune. Je pense qu'il y a suffisamment d'enjeux ici sur Terre, plutôt que d'échapper. Monsieur Musk, vous arrêtez d'embêter Nathalie Crasset. Elon, tu arrêtes maintenant. Franchement, elle vient pas. Voilà. Il est pénible. À vous trois, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous garderiez, qu'est-ce que vous changeriez, Marie-Odile? Je pense que je garderai tout. Voilà, vous avez le droit. En fait, oui. Non, parce que tout ce qu'on a fait, il y a des fois on a dû revenir en arrière et revenir vraiment sur le besoin et sur le moment on avait l'impression de perdre du temps, d'être frustré, mais au final, en fait, toutes ces petites erreurs, c'est ce qui fait qu'on en est là maintenant et qu'on a appris, qu'on a peut-être mis plus de temps, c'est ce qui fait qu'on est comme ça maintenant et je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. Du coup, je pense que je garderai tout. Et surtout les rencontres, les personnes qui nous accompagnent, on sait vers qui se retourner quand on a des questions. Parce qu'à deux ingénieurs, on n'a pas toutes les réponses, clairement pas. Et là, c'est ça, je garderai vraiment. Les échecs, on en parlait d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, et c'est ce qui permet aussi de rebondir. Et vous, Marion? Moi, je partage complètement, je garde tout aussi, sans hésitation. Pas de retour en arrière. Non. On reprend après à la conso dès qu'il faut. Ah oui. Et Nathalie? Moi, je garde tout et j'essaie de récupérer l'insouciance parce que j'ai perdu un peu d'insouciance avec. On est dans un monde un peu compliqué et aussi de la naïveté. Je pense qu'il faut garder son insouciance et sa naïveté. Vos projets pour la suite, Ability est encore en projet, est en train de se développer. À quelle échéance on va pouvoir demain faire sa rééducation avec vous? Notre objectif, là, c'est d'avoir la solution prête pour la fin d'année et de commencer à la déployer dans des hôpitaux et centres de rééducation. Et après, en 2022, on aimerait faire une étude clinique pour prouver l'impact de notre solution sur la rééducation des jeunes et des adultes.
Et enfin, du coup, dans 3 ans, c'est de pouvoir rendre cette rééducation accessible aussi à la maison, en France. Marion, au-delà du bébé qui va bientôt arriver. Oui, je vais apprendre un nouveau métier bientôt. Peut-être la layette, du coup, à un moment. Mais les projets pour votre marque Alter Ego? Là, les 2 dernières boutiques revendeuses sont à Châlons-en-Champagne et à Rennes. Donc, moi, ce sera plutôt dans ce sens-là. C'est vraiment élargir, qu'on puisse trouver Alter Ego partout en France. Et enfin, Nathalie, on vous retrouve où? Dans quel objet du quotidien? Pas faire de fusée. Elle ne veut pas faire fusée. Non, mais j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai travaillé avec un bailleur social sur une petite maison design pour tous. Voilà. Donc, c'est quoi une maison design pour tous? Une maison design pour tous, ça va être un peu compliqué à expliquer comme ça. Non, vous allez y arriver en 2 secondes. Non, c'est une maison qui... on va en construire 8 pour d'abord avoir une communauté, à l'échelle d'une communauté. Et en fait, c'est l'idée d'avoir un espace assez généreux à l'intérieur, avec des habitabilités augmentées sur le bord de la maison, c'est un peu, et surtout avoir une serre, puisque ça me semble essentiel de retrouver un contact au sol et de réapprendre à faire pousser des choses pour pouvoir après voir que dans le supermarché, c'est pas forcément des légumes, qui ont suivi un cheminement sain qu'on a à consommer tous les jours. C'est un projet qui est né avant ou après la pandémie? Et il est né avant, mais il est devenu plus essentiel, en fait. Vraiment d'actualité, voilà. Là, complètement même. J'avais un petit peu besoin d'expliquer la raison de la serre, et là, je pense qu'il n'y a plus besoin. Vous n'étiez pas obligé d'empoisonner le pangolin pour arriver. C'est pas grave. On allait vous comprendre. Merci à tous, en tout cas, merci à toutes sur ce plateau, mais merci Emmanuel. Merci Josépha. Voilà. Cette émission Comme le monde Campus Max se termine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci aussi peut-être à Fabrice Schlosser, merci aussi à Pauline Lermite, à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission ici à Troyes, et merci à Troyes pour son accueil. Prochaine étape du Monde Campus Le Max, ce sera au mois de juin. Nous serons à Rouen avec un parrain et non plus une marraine, ce sera le comédien Philippe Torreton. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur Canal 32 en rediffusion ou sur lemonde.fr. On vous dit à très vite. À très vite, Josépha. À très vite.